Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être grossier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire le rewind de la semaine 4 et comme pour tous les rewinds, je vous rappelle qu'on enregistre avant le Monday Night Football. Il y en a 2 cette semaine, donc on ne parlera pas de ces 2 équipes. Donc si jamais il y a victoire des Jets 64-7 contre les Dolphins, on n'en parlera pas et vous aurez la raison pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas vu le match encore. Mais voilà pour ce petit public service announcement, comme on dit. Et pour ce rewind, je suis accompagné par le nouvel arrivant qui a déjà fait son démarrage sur la preview et qui a déjà fait plus d'émissions que GG sur l'année 2025, c'est Thibaut. Salut Thibaut, comment tu vas? Salut Alex, ça va? Plus d'émissions que GG et peut-être des hot texts qui tiennent plus la route, dirons-nous. Et écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, on espère que tu n'auras pas des hot takes qui tiendront encore moins la route, parce que là, ça voudra dire juste que la route s'effondre sous tes hot takes et ce ne sera pas nécessairement la meilleure chose, je dirais. Ouais, clairement. Non, après sur, on va dire qu'on prend le rythme, on est comme un running back qui sort du college football. On commence à prendre des portées, on commence à avoir une charge de travail qui augmente et c'est avec grand plaisir. Bah là, en plus, comment dire, on a un injury report qui est quand même assez élevé aujourd'hui sur les antennes du front office, vu que je n'étais pas censé faire l'épisode, toi si. Mais voilà, on a eu une blessure de dernière seconde et donc voilà, on va faire cet épisode et c'est cool. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle, suivez-nous partout, @le front office. Tous les liens sont en description de l'épisode, tout comme le lien pour rejoindre le Discord où ça discute, ça discute, ça discute. On le dit à chaque fois, mais vraiment, ça n'arrête pas. Donc c'est cool, ça parle de beaucoup, beaucoup d'équipes. Si vous avez une équipe dont vous avez envie de parler ou dont on n'a pas parlé dans cet épisode, puisque ça arrivera très probablement, dans le Discord, on en parle. Il y a un canal spécial pour cette équipe et vous pouvez lancer des discussions à ce niveau-là. Faites-vous plaisir. Et pour finir le moment promotionnel, je vous rappelle qu'on sera en live jeudi. Et ce jeudi, c'est Game Zone. Donc, venez nombreux. Et l'annonce de la line-up, c'est on aura Emilien de Chargers France, on aura Axel de Vikings France, on aura également Bertrand du French Quarter Podcast et Greg, le chef de la Red Company au Paris Mousquetaires. Donc si vous avez été à un match, c'est lui qui met l'ambiance et on espère qu'il mettra l'ambiance également dans la Game Zone. Ouais, soyez sympa avec mon bébé parce qu'en ce moment, c'est pas facile pour nous. Hein. Niveau des Saints, on est en psychothérapie collective. C'est vrai, cependant, la seule victoire des Saints cette saison a eu lieu en la personne de John qui a gagné la Game Zone. La première. Et ça, n'est-ce pas là la plus belle victoire? Je te propose. Je sais pas. Contre les Bills, ça aurait peut-être été mieux. Ouais, franchement, ouais. À un moment donné, mais c'est le malentendu, quoi. C'est sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, ça n'a pas marché, mais on garde l'espoir. Exactement. Et bien écoute, Thibaut, je te propose qu'on entame directement avec la première rubrique et c'est l'employé de la semaine. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Ce type-là est un professionnel. Et l'employé de la semaine, on va poser la question, la fameuse, quel est le joueur de la semaine? Et tu sais quoi, je vais commencer pour une fois. Je vais parler d'un joueur qui était sur mon banc en fantasy parce que j'en avais marre qu'il me fasse des matchs catastrophiques. Et évidemment, c'est le moment où il s'est réveillé. Je parle évidemment d'Ashton Jeanty contre la défense, contre la course qui est, ma foi, somme toute, assez catastrophique des Bears, qui, bizarrement, parce qu'ils ont quand même des bons joueurs, mais ils les ont tous sur l'injury reserve, on dirait. Et je vais parler du coup d'Ashton Jeanty. Ashton Jeanty, son breakout game cette saison, et dans sa carrière, hein, évidemment. Quatrième match de NFL. Et il nous sort 21 portées, 138 yards, un touchdown, donc moyenne de 6,6 yards par portée. Un ballon perdu et ça ne l'a pas empêché quand même de faire un super match. Et à la réception, 2 réceptions, 17 yards, 2 touchdowns. Et là, donc, évidemment, hein, tu lui envoies la balle 2 fois, il l'amène 2 fois en end zone. On a enfin vu des brèches côté Raiders, encore une fois, hein, à compenser et à mettre en face de la défense qui était vraiment pas bonne côté Bears. Et voilà, enfin, Jeanty, numéro 6 à la draft,
s'il avait une bonne ligne offensive, je pense qu'on aurait eu ça depuis le début. Donc je voulais un peu le souligner parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient prêts à dire ouais, gentil, en 6, c'est haut. Alors oui, c'est haut, surtout pour une équipe des Raiders qui avait sûrement d'autres besoins. Mais en attendant, tu as quand même un super, super joueur. Je sais pas ce que tu en penses, Thibaut. Je suis d'accord avec toi, en fait, c'est le joueur qu'on attendait. Moi, le premier, quand j'ai vu un peu la pré-saison, les portées, les trucs négatifs, je me suis dit, oulala, ça va être long. Puis finalement, contre une défense qui est, sur le papier, est très bonne. La défense des Bears, quand on regarde sur le papier, on regarde les noms, on fait, ouais, c'est costaud, c'est cohérent, il y a du monde à tous les postes, peut-être quelques blessés, mais qui n'en a pas en NFL. Coaché par Dennis Allen, en head coach, c'est une catastrophe, mais en défensif coordinateur, c'est très cohérent. C'est vrai que tu l'as connu, toi. Tu l'as bien connu, Dennis Allen. Hein. Subi. C'est plus subi. Défensivement, Mais, tu l'as pas subi. Mais non, mais justement, en fait, ouais, c'est bien tout le sûr. paradoxe de certains, on va dire, head coach en NFL ou coordinateurs, il faut choisir, mais qui sont d'excellents coordinateurs, mais qui sont catastrophiques en head coach. Dennis Allen reste quelqu'un de très intéressant sur ses schémas, sur son approche, sur son développement de joueurs. Et donc, on peut dire que Jency, sur ce match, il tape une bonne défense, il fait ses stats. Encore une fois, il y a du touchdown, il y a du porté, il y a de la production. Il soulage un Geno Smith. Après, bon, les Raiders, je pense qu'il y a d'autres problèmes. Mais lui, sur ce match, rien à se reprocher. Il a fait le taf. Voilà, exactement. Puisque comme Alexandre était censé être à l'animation normalement, je me suis dit on va mettre quelque chose des Raiders en positif. Il aura suffisamment l'occasion de parler du choke de cette équipe, notamment sur le dernier quart-temps, où les Raiders... non, en général d'ailleurs, pas sur le... C'était un match qui a été quand même... Ils auraient dû le gagner, ils ne l'ont pas gagné. Voilà, puisque les Bears ont gagné 25-24 sur ce match-là. Mais gros match d'Ashton Jeanty, que je mets quand même en joueur de la semaine, parce que 3 touchdowns en attaque dans une équipe qui perd, bon, c'est assez rare et c'était la lumière au bout du tunnel. Thibaut, de ton côté, voilà, tu arrives sur un rewind, tu te dis, tu sais quoi, on parle pas souvent de mon équipe, je vais en parler, ou en tout cas quand on en parle, c'est souvent en négatif, donc toi tu te dis, allez, c'est parti. Et ben voilà, moi j'ai envie d'être un peu l'étincelle dans la nuit qui est notre saison au niveau des Saints, et j'ai envie de parler de Jonas Sanker, qui est un safety qui est drafté de Virginia cette saison, qui était pas forcément attendu comme un énorme joueur, mais qui sort un match très très solide. Il fait 2 très très belles deflects sur Kincaid de mémoire. Et Donc quand tu dis deflate, c'est des passes qui ne sont c'est pas des passes, interceptées mais mises au sol. voilà, exactement. C'est-à-dire que le défenseur, plutôt que d'intercepter, vient frapper la balle, vient la détourner à un arrêt de gardien, clairement, pour avoir l'image. Vraiment ce côté où il y a le ballon qui arrive, on met sa main en opposition. On met les points. Voilà, exactement. Et là, pour le coup, il couvre bien, il est propre. La défense des Saints, ça fait quand même globalement un match intéressant, même si encore une fois c'était les bis, hein. Donc ça finit toujours par avancer. Mais j'ai envie de dire que pour un joueur drafté cette saison, s'imposer comme ça avec autorité, avec une technique très très propre donc encore une fois sur la défense de passe, je trouve que c'est quelque chose qui a souligné, encore une fois, dans une saison où c'est tellement difficile pour les Saints des deux côtés du ballon pour plein de raisons différentes. Mais j'ai envie de parler un petit peu de ça, parce que cette saison, finalement, pour les Saints, c'est de l'évaluation. Et je pense que Sanker a vraiment marqué des points en poste de safety, sachant que Blackmon est blessé quasiment out pour la saison, je crois. Et à côté d'un Justin Reed, il apprend vite, il apprend bien. Et c'est une petite lueur d'espoir, chers amis supporters des Saints. Oui, et puis les Saints, au final, sur ce match-là, alors certes, le score n'est pas ultra flatteur, 31-19, mais tout de même, il y a eu un moment vers le milieu du quatrième quart-temps, où il y avait 21-19 côté pour les Bills, hein, évidemment. Bills, ouais. Mais je trouve que les Saints, là, cette saison, c'est pas ouf, hein, évidemment. On va pas dire que c'est génial, ils sont en 0-4, mais comme dit ton petit bandeau, c'est peut-être la meilleure équipe en 0-4 pour le coup. Hein, mais il y en a pas. C'est ça, en fait, si tu veux. Alors, évidemment, n'ont regardé le match que les supporters des Bills et que les supporters des Saints, et on n'en veut à personne. Mais si on regarde le match, les Saints se sont accrocheurs, ça marque des points, les drives sont quand même cohérents pour une équipe. Encore une fois, attention, hein, on ne va pas se mentir, on est en 0-4, il y a d'énormes problèmes à régler dans cette équipe, à commencer par le lanceur. Mais encore une fois, c'est accrocheur. Il y a eu Seattle où on s'est dit aïe aïe aïe, ça va être compliqué.
Finalement, on voit que ça a bossé, on voit que les équipes spéciales, ça a été mieux. Comme tu dis, il y a un 21-19. Avant la mi-temps, il y a même la possibilité de mettre un Philly Special, pour ceux qui n'ont pas la référence. C'est en fait un jeu feinté où c'est le quarterback qui devient le receveur. Tapez Nick Foles Super Bowl et vous devriez trouver cette action. Exactement. Et par rapport à cette action, les commentateurs américains l'ont très bien dit, le jeu est très bien appelé, mais c'est encore mieux défendu par le safety qui intercepte le ballon pour le coup. Mais voilà, encore une fois, les Saints, c'est accrocheur, ça se bagarre, ça lâche pas sur 4 défaites peut-être, mais 3 matchs très serrés où ça n'a rien lâché, contre des équipes où finalement, les Cardinals, ce sont une équipe moyenne bonne, les 49ers, ça gagne moche, mais ça gagne, les Bills, pas besoin de les présenter, ils sont tout en haut, et finalement, les Seahawks, une valise. Mais on se rend compte qu'il y a eu du travail, il y a des choses qui sont faites, notamment sur les équipes spéciales, il y a eu du boulot de fait. Donc voilà, c'est du 0-4, on ne va pas se régaler, mais je trouvais que mettre à l'honneur un joueur qui a fait un bon match pour le coup, dans une équipe qui se bat, c'est parfois peut-être plus gratifiant que parler d'un gros joueur d'une grosse équipe. Et Jonas Sanker qui fera, on espère en tout cas, peut-être partie le mois prochain de la Battle of the Rooks d'Alexandre, émission qui est sortie jeudi en live, donc rediffusion disponible sur YouTube, où il fait le top 5 défensif, top 5 offensif des rookies. N'hésitez pas à aller regarder si vous n'avez pas pu le regarder jeudi soir. C'est dispo en rediffusion. Espérons qu'il ait du cœur là-dessus. Exactement, on espère pour lui. Sur cette super vanne, nous allons passer sur le gros dossier. J'ai un dossier énorme, plus gros que la Terre, et celui-là, j'ai mal au ventre, je me dis, oh my god, je vais devoir le balancer. Et pour le gros dossier, on pose la question, quel événement, un match, une blessure, une décision arbitrale, autre chose, t'as marqué cette semaine? Et cette fois-ci, Thibaut, je te donne la main. T'as envie de parler d'un match? Et je prends la main. Et tu prends. Ding Voilà. Je suis. Et je suis le Sunday Night Football. Je suis le Packers Cowboys 40-40. Festival offensif au vu du score, mais j'ai trouvé un vrai combat pour le retour de Micah Parsons à Dallas. Des Cowboys dont on peut dire que c'est un mystère, cette équipe, parce que tantôt complètement larguée, tantôt accrocheuse, on ne sait pas trop où les situer, mais moi j'ai trouvé que sur ce match, c'était un peu comme un combat de boxe. Chaque équipe, à un moment donné, met des coups, on a l'impression que l'adversaire en face est sur le point de lâcher, va exploser. Il y a des très bonnes choses. Jordan Love, très solide sur le match malgré tout, à défaut d'être génial, mais je pense qu'on a le résumé de ce joueur, c'est solide, à défaut d'être génial. Si je peux me permettre sur Jordan Love, et après je te laisserai, hein, mais Jordan Love, pareil, je parlais d'Ashton Genty contre les Bears, qui ont une défense contre la course qui est catastrophique. Jordan Love, les Cowboys, c'est la défense contre la passe qui est absolument désastreuse. Donc voilà, est-ce que c'est Jordan Love ou est-ce que c'est la défense des Cowboys? On pourra se poser la question au match prochain. Oui, de toute façon, la problématique des Green Bay Packers, c'est que cette équipe est une vraie inconnue. On s'est dit en début de saison qu'il manquait quelques joueurs. Finalement, Micah Parsons apporte on va pas dire des garanties, mais apporte un vrai up en termes d'impact dans l'équipe du côté défensif du ballon. Et il a eu de l'impact, mais finalement, cet éternel débat de dire est-ce que le pass rush protège la couverture ou est-ce que la couverture permet au pass rush de toucher, c'est un peu l'inconnu. Et sur ce match, finalement, on n'a eu ni l'un ni l'autre, mais on a eu encore une fois des belles actions, on a eu des jeux très intéressants des deux côtés. C'était un vrai régal, encore une fois. Pas pour les amateurs de jeux défensifs, là pour le coup, il fallait plutôt passer son chemin. Mais je dirais que sur les Cowboys, par exemple, quand on parlait du Battle of the Rooks, pour refaire la promo, un Ezeruaku intéressant sur ce match. Il y a eu de la pression, il y a eu des choses qui ont été faites, des plaquages pour perte. À suivre, ce ne sera pas un Micah Parsons 2.0, on ne va pas se mentir. Mais ça peut cranter. Et c'est pas le même. Et puis c'est pas le même poste puisque Ezeruaku ah non, il est edge. Non, il est edge. Je confonds toujours lui et un autre, pardon. Oui, Odigizua, qui est défensif tackle.
chez les Cowboys. Et effectivement, il y a des noms, il faut pas avoir la mâchoire paralysée pour en parler. Et surtout, je trouve aussi sur ce match que le trade de George Pickens prend tout son sens en l'absence de CeeDee Lamb, où voilà, il y a un vrai numéro 2, 1 bis. Il a pris, voilà, il a porté l'équipe sur son dos, il a pris ses responsabilités, il a fait des catchs, il a fait avancer son équipe. Dak Prescott, on en pense qu'on veut, mais ça reste un top 10, voire 5, ouais, il est plus 10 que 5 quand même. Top 10 de la ligue. Il est top 5 de NFC Est. Oui, si tu veux. Et pour revenir sur, sur George Pickens, hein, tu as très bien dit, c'est un 2 ou un 1 bis. C'est un 2 par la force des choses à Dallas parce que CeeDee Lamb est un 1 Bien sûr. incontestable. Mais dans les 3/4 des autres équipes de NFL, il est 1 bis. En tout Ah cas, oui, après non, une mais performance comme hier soir, c'est forcément le cas. on a 140 yards, on a je sais plus, 1 ou 2 touchdowns. J'ai plus la fiche. C'est 8 réceptions sur 11 targets, 134 yards, 2 touchdowns. 2 touchdowns. Ouais, il y en a un, j'étais plus sûr que c'était lui. Mais voilà, c'est ce qu'on attend d'un numéro 1, c'est ce qu'on attend d'un go-to guy. Encore une fois, on pourra dire ce qu'on veut des deux équipes avec des largesses, mais j'ai trouvé que ce match était très plaisant, que le 40-40 finalement, le scénario, enfin je veux dire encore une fois, même le scénario avec une égalisation au bout du temps réglementaire, un overtime qui tient toutes ses promesses et au final les deux équipes se quittent à 40 partout. Je trouve que quand on veut faire la promotion pareil de ce sport, c'est le genre de match à montrer pour son côté spectaculaire, parce que je l'ai trouvé spectaculaire. 2 choses moi que je voudrais rajouter sur ce match. Le premier, c'est que j'ai trouvé ça marrant que le précédent match entre les Cowboys et les Packers s'était soldé par un 48-32 pour les Packers, donc 80 points aussi marqués. Donc c'est une petite stat marrante. J'ai envie de dire que les 2 derniers matchs des Packers contre les Cowboys, c'est 80 points marqués par match. Et l'autre chose dont je voulais parler très rapidement, c'est la défense des Packers qui n'a pas été bonne. Et ça fait plusieurs matchs où c'est un peu compliqué. C'était leur force sur les premières semaines. Et là, là c'est plus trop le cas. Et on verra lors du power ranking que les Packers commencent à descendre un petit peu après la défaite contre les Browns la semaine dernière. Et là, le match nul après prolongation face aux Cowboys. De mon côté, la chose dont j'ai envie de parler, je crois que j'en avais déjà parlé l'année dernière, ou il y a 2 ans, mais je pense que c'était l'année dernière parce qu'il a été drafté l'année dernière, Malachi Corley, quand il fait sa première action où il peut mettre un touchdown et où il célèbre avant et la balle est lâchée. Et ben on a eu la même chose cette semaine. Et c'est Adonai Mitchell, le sophomore receveur des Colts, qui dans un match où les Colts ont perdu 27-20 face aux Rams, des Rams très bons, des Colts qui sont aussi bons d'ailleurs, hein, parce que faire 27-20 face aux Rams, certes c'était des matchs difficiles qu'il y avait eu, enfin des matchs plus simples à part les Broncos qu'ils avaient eu sur les premières semaines, mais je trouve qu'ils sont quand même plutôt bien sortis face aux Rams, même s'ils perdent. En fait, tu fous ton équipe dedans avec ce genre d'action où superbe réception, il fait bien le travail à Adonai Mitchell et juste devant la ligne, commence à célébrer et lance le ballon devant, tient le ballon devant pour le faire passer la ligne. Sauf qu'il a dû pleuvoir ou alors, je sais pas, il a mangé des nuggets ou quelque chose, mais il y a quelque chose qui, les gants étaient glissants et la balle est partie. C'est l'occasion d'ailleurs de voir une règle que personnellement je trouve extrêmement stupide en NFL, qui est je perds la balle dans la end zone, elle part derrière et c'est touchback et balle rendue à la défense. Je trouve ça con comme règle, mais c'est que mon point de vue. En tout cas, elle existe. Et donc, Adonai Mitchell, ressaisis-toi, garde le ballon jusqu'au bout, surtout quand tu n'as personne à côté de toi, et va célébrer ton touchdown. Et je vais en profiter pour continuer de taper sur Adonai Mitchell, puisqu'il y a une course qui est exceptionnelle de la part de Jonathan Taylor, d'une 60aine de yards à peu près, qui finit en touchdown, si mes souvenirs sont bons. Elle est rappelée pour un holding d'Adonai Mitchell sur un corner. Je ne sais pas si l'action aurait été la même si le holding n'avait pas eu lieu. Ça fait quand même 2 fautes qui privent les Colts de 14 points. Et quand tu perds de 7, c'est bête. C'est des petits tournants par-ci par-là. Et il est jeune. Je pense que ça va le faire. Mais voilà. Vraiment, moi, la célébration avant le touchdown, j'en peux plus. Ouais, mais je suis d'accord. Je pense que les supporters des Colts ont dû rager comme jamais au moins la célébration. Alors après, c'est que le holding,
Bon, ça arrive. arrive. C'est Ça, le cumul, on va dire. Voilà, exactement. C'est le cumul qui rend. En fait, c'est le cumul qui rend cette faute encore plus rageante parce que tu te dis, finalement, il retire, oui, 14 points à son équipe, mais la célébration, oui, moi j'ai envie de dire, fais ce que tu veux fais ton greedy dans la end zone, balance des grenades, fais ce que tu veux, des mitraillettes, mais passe la ligne avec le ballon. La sécurité de la balle, c'est ce qu'on apprend en premier dans tous les sports de combat, de contact, de tout ce qu'on veut. Dans tous les sports de balle, on apprend, c'est la protection du ballon. Et on est en NFL, comme tu dis, j'ai envie de dire mon grand, on est en NFL. Déjà à Texas, il y avait déjà eu quelques red flags sur des problèmes de tenue de ballon, des choses comme ça, en college football. Il n'a pas fait une saison rookie, j'ai envie de dire transcendante, c'est rien de le dire. On puisse dire, oui. Donc voilà, à un moment donné, tu as l'occasion de briller sur un gros match contre une top équipe de la Ligue. Non, faut pas faire ça. Faut aller jusqu'au bout. Après, si tu veux faire tout ce que tu veux dans l'end zone, des galipets, des sauts à pieds joints, tu fais ce que tu veux. Mais Une routine de gymnastique. Si tu as envie, on pourra mettre des juges qui font 10, 9, etc. avec une pancarte. Et le juge finlandais mettra 7,2 et ce sera un scandale. Parce qu'il manque 3 saltos arrière en hauteur aussi. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de looping. Mais ça, c'est un autre débat. C'est la spirale qui était négative, il fallait pas. Ah, la triple loutre piquée, comme diraient d'autres. Non, mais après, encore pour revenir à Donovan Mitchell, c'est vrai que c'est rageant parce que c'est un super match. C'est vraiment, encore une fois, un sport de détail. Et il n'y a pas plus, excusez-moi d'être grossier, con comme détail que lâcher la balle à ce moment-là. Et on se dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais le malin, et comme on dit, que fait le malin tombe dans le ravin. Bah voilà, il est tombé dans le ravin. Espérons qu'il en retire l'expérience nécessaire pour adapter, et que la prochaine fois, il fera ce qu'il veut après avoir passé la ligne avec le ballon en sécurité. Après, encore une fois, sur le holding, c'est vrai que c'est rageant, mais quand on est sur un match qu'on perd de 7 points, comme tu l'as très bien dit, ce genre de détails pèse lourd. Et en fait, les Colts aujourd'hui... Ils sont en 3-1, les Rams sont en 4-0. Voilà. Non, ils sont en 3-1 aussi, pardon. Les deux sont en 3-1. Et c'est des détails. La NFL, c'est des détails. C'est un field goal ou un punt, j'oublie, chez les Rams qui est bloqué et qui fait en sorte qu'ils soient en 3-1 au lieu d'en 4-0. Au final, c'est ça. Et ils sont en 3-1 au lieu d'être en 2-2. C'est plein de petits détails. Bon, là, ça a tombé en la faveur des Rams la semaine dernière, c'était dans l'autre sens. Les Colts qui gagnent sur un field goal face aux Broncos. Ouais. Et en fait, c'est plein de petits détails comme ça qui font en sorte que tu as un bilan qui est meilleur. Ils ont la chance, nos amis, les Colts, d'être dans une division assez faible, même si les Jaguars ont fait une belle prestation face aux Niners. Mais voilà, petit détail que je voulais souligner. Et je te propose qu'on passe maintenant à l'évaluation. Toi tu vis, toi tu crèves. Hey, qu'est-il arrivé à notre justice savamment rendue par un conseil présidé par nos très sages anciens? Je les ai tous fusillés. Et pour l'évaluation, top, flop équipe. Je te laisse commencer, Thibaut. Je te laisse commencer avec l'équipe que tu veux. Ça peut être ta flop, ton flop ou ta top. Je te laisse parler et parce que je vais arrêter. Voilà, je te laisse partir sur l'équipe dont tu as envie de parler. Et ben moi, je vais pousser mon coup de gueule. C'est même plus un flop, c'est un coup de gueule. C'est les Baltimore Ravens. Il faut arrêter à Baltimore la défense, le coordinateur. C'est ok, Zach Orr, très belle histoire pour ceux qui connaissent pas. C'est un mec qui a dû arrêter sa carrière à cause de blessures, etc., qui est intégré dans le staff, qui grimpe les échelons, qui arrive coordinateur défensif. Mais stop. La NFL, c'est pas non plus Samy Social. Il a un matos que toutes les équipes rêveraient d'avoir. On regarde sur tous les postes. Allez, peut-être les puristes se diront ça manque de pass rusher élite. Mais quand on a Roquan Smith en linebacker, quand on a Marlon Humphrey en corner, quand on a Jair Alexander en forme, quand il est sur ses deux pattes, on a un Kyle Hamilton, on a Madubuike, encore une fois, quand il est présent. Mais je veux dire, il y a quand même, sur toutes les lignes, il y a un leader. Pour PA, on va parler quand même de Nate Wiggins. Voilà, pour PA, juste pour lui. Non, mais je veux dire, encore une fois, même un Malachi Starks en rookie, c'est très solide. Il y a un Mike Green qui peut potentiellement un des styles de la draft, qui est là aussi. Enfin, il y a du matériel. Et on ne peut pas prendre autant de points comme ça. Les schémas sont pas bons, les appels de jeu ne sont pas bons, les joueurs ont l'air d'être complètement à côté de leur pompe,
Et ça, je suis désolé, quand on est coordinateur défensif, donc tout à l'heure, on parlait de Dennis Allen, qui était un très mauvais head coach, mais un très bon coordinateur. Et ben Zach Orr, peut-être en coach de linebacker, c'était très bien, mais en défensif coordinateur, c'est pas bon. Et ça leur coûte aujourd'hui un bilan qui peut en AFC les emmener loin. Dans les profondeurs du classement, parce que mine de rien, les Steelers, c'est qu'un cas, mais ça a des victoires d'avance. Mine de rien, ça va pas être si facile que ça d'aller chercher des équipes en AFC. Bon, on vient de le voir avec les Chiefs. Ils ont un gros calendrier. Je pense qu'à un moment donné, je suis pas d'accord avec forcément toute la fanbase des Ravens qui a déjà le coach Harbaugh sur le grill, et rien à voir avec le président de la Fédération française de rugby, ceci dit, mais il faut arrêter de faire du social avec Orr, il faut l'enlever, il faut le mettre au repos, il faut mettre quelqu'un d'autre qui fera des choses peut-être plus simples, des schémas plus simples, peut-être revenir à plus d'agressivité, parce que l'ADN des Ravens, je suis désolé, c'est une grosse défense, clairement. Je suis d'accord avec toi et on voit en plus que vu que la défense ne fonctionne pas, l'attaque ne peut pas fonctionner comme elle a prévu de fonctionner. C'est-à-dire avec un jeu au sol excellent, on gagne du temps et on avance. Là, sur ce match-là, Derrick Henry, c'est 8 portées seulement. Et pour une fois, il n'a pas perdu la balle sur cette semaine, mais c'est 8 portées pour 42 yards. Donc, c'est 5,25 yards de moyenne. Donc, c'est des stats toutefois corrects. Hein. Attention, on n'est pas sur un match catastrophique. Mais tu es obligé. Tu es obligé de faire ça parce que tu dois courir après le score tout le temps. Ça a été ils ont perdu au final la défense, t'en parlais, contre les Bills. Ils ont perdu 41-40 alors qu'ils menaient 40-25. Dans le dernier quart, ils ont complètement choke. Ils battent les Browns, mais c'était difficile aussi. Et le troisième match, c'était les Lions où ils sont aussi atomisés. Ils se font atomiser et on peut pas garder les Ravens, on peut pas voir les Ravens comme sérieux contenders au titre qu'ils étaient en début de saison. On peut pas les voir comme ça parce que les 3 défaites qu'ils ont, c'est les Chiefs, c'est les Lions et c'est les et forcément j'oublie la troisième à chaque fois, les Bills. Voilà, donc tu as gagné ces 3 matchs-là. Certes, tu as perdu ces 3 matchs-là contre des équipes top, mais par contre, le seul match que tu as gagné, c'est contre les Browns. Et encore une fois, c'était galère. Donc je partage ton coup de gueule en tout cas sur les Ravens. Ouais, et je reviens sur ce que tu as dit, et c'est totalement ça. L'attaque de Baltimore, c'est une attaque qui est patiente. C'est un peu comme Baltimore, moi je le vois toujours comme un serpent, un anaconda qui t'étouffe avec son jeu au sol. Maintenant, Lamar a des schémas de passe qui sont intéressants. Donc en plus, il devenait vraiment beaucoup plus imprévisible en termes de play call. Sauf que là, et tu l'as très bien dit, et les stats le montrent, ils sont dans la panique, ils sont obligés de surjouer en attaque, et c'est pas bon. Lamar, on voit que sa poche, elle se fait comprimer, parce que Spagnuolo, qu'est-ce qu'il fait ? Il a envoyé blitz sur blitz sur blitz, et puis au bout d'un moment, ça finit par porter ses fruits. Et encore une fois, il n'y a pas la défense pour se dire « Ok, on va faire le boulot, vous inquiétez pas les gars, ce match-là, ça marche pas bien pour vous, et nous, on va upgrade et on va éteindre Mahomes, qui n'était pas non plus dans les meilleures dispositions et qui était loin d'être la menace qu'on connaît habituellement. Il est légèrement en dessous, sans lui faire injure, c'est déjà un niveau exceptionnel, ne nous mentons pas, mais on n'était pas sur des Chiefs non plus qui arrivaient en étant en pleine confiance. Et on l'a vu sur les matchs précédents, hein, les Chiefs, ils ne gagnaient pas avec l'attaque quand ils gagnaient. Pas du tout. Parce qu'ils n'ont pas gagné beaucoup non plus. Hein. Ils étaient en 1-2 avant ce match-là en n'ayant battu que les Giants. Certes, ils avaient perdu contre les Eagles et contre les Chargers. Hein, ils n'avaient pas perdu contre des peintres non plus. Mais ouais, tu peux t'en prendre 37 face aux Chiefs. Je serais curieux de savoir la dernière fois que les Chiefs ont mis 37 points dans un match. Mais il y avait la stat en plus justement sur l'avant-match où il disait que c'était festival offensif et que là ils étaient en gros 18e à la passe, 15e à la course, ou un truc, c'est une attaque moyenne. C'est devenu, les Chiefs, c'est une attaque moyenne qui met finalement sa vingtaine de points parce que la défense n'en autorise que 10, peut-être pas 10, j'exagère là, c'est des moyennes incroyables, mais on va dire c'est du 21-18. À chaque fois l'attaque met 21 points, ils en prennent 18, ça passe. Baltimore, normalement, c'est un peu ce modèle-là. C'est peut-être un peu plus talentueux, dirons-nous, mais la défense, normalement, maintient à 20 points et eux, ils en mettent 30. Dans une recherche très rapide, hein. Donc il y a peut-être eu des matchs entre, mais j'ai pas l'impression. La dernière fois que les Chiefs ont marqué 37 points ou plus, c'était contre les Bears en septembre 2023. Donc ça faisait 2 ans.
et c'était 41-10 à ce moment-là. Donc, effectivement, hein, c'est pas quelque chose de fréquent. Et la défense des Ravens très compliquée. Et je parlais tout à l'heure d'une attaque qui se crée, notamment via la course sur les Ravens. Alors non seulement ça fait depuis plus d'un an qu'ils le font, mais même s'ils avaient voulu changer de schéma à l'intersaison, c'est les OTA, donc les camps optionnels qui se déroulent en juin, il me semble, les OTA. Oui. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a les training camps qui sont donc plus en juillet. Il y a la pré-saison en août. Et tu arrives là en septembre. Donc tu as 3 mois réellement pour préparer ta saison. Pour préparer ton cahier de jeu, pour préparer tes attaques, etc. Donc, arriver à changer, notamment sur la ligne offensive, hein, parce que préparer pour une course à ouvrir des brèches, c'est pas la même chose que préparer pour garder la balle pour faire des passes. Donc ouais, tu peux pas changer une équipe parce que ta défense est pas bonne. Et le plus simple, tu en parlais, c'est quand même de changer de coordinateur. Et on espère pour ces Ravens que ce soit ça la solution. Et que, enfin, on espère, pas pour Zakor, hein, évidemment, mais on espère que c'est une solution et qu'elle est faisable, on va dire, et réalisable. C'est tout le mal qu'on souhaite à nos chers corbeaux parce que Baltimore, ça reste sur le papier un des plus beaux effectifs de la ligue. Avant la saison, c'est contender affiché pour les Super Bowls, mais comme tous les ans. Et là, on a l'impression que le bateau prend l'eau et que on ne sait plus quel trou faut boucher en premier, quoi. Exactement. Ouais, exactement. Et bah écoute, on verra ce que ça donne et on verra jusqu'où ils sont descendus dans notre power ranking un peu plus tard dans l'émission. De mon côté, la semaine dernière, je parlais en top équipe des Carolina Panthers et je me suis dit, bah tiens, ils jouent les Patriots cette semaine. 1-2 contre 1-2. Il y a une équipe en 2-2, une équipe en 1-3. On voyait les Patriots, ce qu'ils arrivaient à faire depuis le début de saison. Leur seule victoire, c'était contre les Dolphins qui sont catastrophiques. Ils avaient perdu contre les Raiders. Tu te dis, bon, ça devrait le faire contre les Ça Panthers passe. qui avaient mis quand même, on rappelle, 30-0 face aux Falcons. Les Falcons, parce qu'on va pas en parler tout de suite, hein, mais on va pas en parler avant le 2-minute warning, mais les Falcons qui ont gagné 34-27 face aux Commanders. Donc, quand tu vois les deux matchs sensiblement en même temps, tu te dis, oh, les Falcons, ça fonctionne. Bon, les Panthers, ils font quoi? Et ben, les Panthers, ils se sont pris 42-13 face aux Patriots. Et retour un peu à ce qu'on avait vu sur les 2 premières semaines côté Panthers, mais plutôt sur la première, où ça avait été très, très, très difficile. La deuxième, contre les Cardinals, ça avait été un peu mieux, mais c'était mais défaite encourageante. Et ensuite, contre les Falcons, c'était victoire encourageante. Et ben là, on retourne sur une défaite, mais décourageante, cette fois-ci. 1-3, la passe, ça ne marche pas. Les équipes spéciales, ça ne marche pas. La défense, ça ne marche pas. Ça fait beaucoup pour une équipe de NFL. Et donc, c'est mon équipe que je mets en flop. Et désolé, France, désolé le Poundcast, mais j'étais les premiers à voir les Panthers assez haut. J'espérais Canales, j'espérais Macmillan, j'espérais Bryce Young. Il y a des choses qui sont positives, hein, évidemment. Mais oh là là, quand tu vois qu'il se fait saquer qu'une seule fois, tu te dis que tu as le temps de faire des choses quand même. Et au final, non. Et je trouve ça dommage. Après, le corps de receveur est particulièrement terrible, hein. Je pense qu'on est sur un des pires corps de receveurs de la ligue côté Panthers. Mais bon, on est peut-être aussi sur un des pires lanceurs de la ligue. Donc ça fait beaucoup. Si les passes sont mal lancées et qu'elles arrivent à personne, c'est dur de faire avancer une attaque. Mais c'est clairement ça. En fait, on était resté sur un Bryce Young fin de saison dernière qui avait réussi à jouer, mais toute proportion gardée, on a eu 3 bons mois de Bryce Young et le reste, il n'y a pas grand-chose. Et ça, c'est une réalité. Et dans une équipe comme les Panthers qui est, on va dire, en reconstruction, mais qui a des moyens, somme toute limités par plein de choses, par plein de décisions, le quarterback ne peut pas faire les lignes de stats que Bryce Young fait. Encore une fois, on a eu un petit peu le débat avec Franz qui disait non, mais quand on regarde juste les highlights, oui, mais après, je vais répondre quand on regarde les bilans. La NFL, c'est je l'ai déjà dit et vous allez souvent m'entendre radoter ça. Je suis désolé, mais la NFL, c'est des W et des L. C'est des wins, c'est des loses. Alors, cette semaine, il y a aussi des D. Des draws. Oui, des draws. C'est la spécificité de cette week. Et c'est très rare en plus. Mais oui, mais je dirais à un moment donné, les Panthers, ça fait quoi? Ça perd. Alors oui, la semaine dernière, mais match de division, après, c'est vrai que des matchs de division, il y a toujours une espèce d'illogique parfois d'une équipe qui, au fond du fait tout dans sa division, qui va réussir à battre une équipe qui roule sur tout le monde. Enfin, voilà.
Maintenant, moi, j'ai envie de dire pour les pour les Panthers, quels sont les progrès, quels sont où Bryce Young vraiment aujourd'hui fait une différence, où il y a une plus-value. On lui a donné un Macmillan qui était censé être une cible peut-être plus dense en termes de physique. Il est bien meilleur, hein. Macmillan, on voit pour le coup, hein, qui pour Oui, moi, non, mais c'est un top receveur. Le problème, encore une fois, c'est que si tu as une équipe normalement avec un corner shadow type Surtain, type Sauce Gardner, ton attaque, elle ne peut pas avancer. Ça ne peut pas. c'est ça. Et derrière, Et là, on parlait que des Patriots, encore une fois. mais en fait, c'est pour ça des OPA, mais c'est des Patriots qui sont une équipe qui se cherche, qui n'a rien d'une terreur, et ils prennent 42 points. Ouais. Et je veux dire, ils perdent pas 17-14, ils perdent pas 18-17, ils perdent pas. Non, ils en prennent 42-13, je crois. Je crois, oui. On avait le Il me score, semble oui, que c'est c'est ça. C'est exactement 42-13. 42-13, il n'y a pas de match. Non, Bryce Young, il finit à 150 yards. 150 yards, c'est surtout. Non, c'est pas possible. après, encore une fois, hein, ce n'est pas le seul fautif. Là, ils se sont pris Non, bien sûr. des retours. Enfin, offensivement, ça a fonctionné côté Patriots. Mais voilà, je voulais en parler parce que pour moi, c'est une des grosses déceptions de ce début de saison, les Panthers. Et encore une fois, est-ce que c'est vraiment une déception par rapport à ce qu'on avait déjà vu d'eux? Non. Mais il y a des actions qui ont été faites pendant l'intersaison où on pouvait penser que ce serait mieux. Et ça n'a pas été le cas. On va dire que c'est la hype qui est retombée le plus vite, en général, quasiment dès la semaine 1. Donc il fallait en parler. De mon côté, je vais reparler, je vais enchaîner avec la top équipe. Et on en a parlé lors de la semaine 1 en tant que flop équipe. Et depuis, on n'en parle pas trop. Et, mais pourtant, ça, depuis la semaine 1, ça a battu quand même les Bears, ça a battu les Ravens. Et là, ça vient de battre les Browns. Donc je parle évidemment des Detroit Lions qui ont retrouvé leur groove, leur mojo et tout ce qui fonctionne. Une seule défaite, 3 victoires de suite. Offensivement, ça fonctionne. Défensivement, ça fonctionne. Et là, tu as réussi à exploser une défense qui était considérée comme une des meilleures, si ce n'est la meilleure de la ligue. Malheureusement, l'attaque ne fonctionne pas et donc ils sont tout le temps sur le terrain. À un moment, tu fatigues forcément. Mais les Lions, c'est très très sérieux. Et s'ils continuent comme ça sur la lancée qu'ils sont en train de prendre, peut-être que la semaine 1, c'était une semaine de mise à niveau, d'ajustement, puisqu'ils ont 2 nouveaux coordinateurs, on rappelle, un coordinateur défensif, coordinateur offensif. Depuis les Lions, c'est quand même très très fort. C'est exactement ça. C'est la première semaine, on leur est un peu tombé dessus parce que les Lions l'année dernière, ils sont sortis en divisional un peu de manière imprévue, même s'il y avait, comme on l'avait dit, enfin comme vous l'aviez dit plutôt, je n'étais pas encore avec vous, mais il y avait des. Enfin, je vous suivais. J'écoutais. À l'époque, je ne faisais qu'écouter. Aujourd'hui, je participe. Mais et heureusement. Oui, exactement, parce que sinon ce soir, tu étais tout seul. J'étais pas là ce soir, si t'étais pas là. Donc remercier Thibaut d'avoir cet épisode mardi matin et pas de l'avoir mercredi matin comme suggérait Alexandre. Ouais, c'est les petits bonus qu'on a dans la vie. Mais les Lions, en fait, on était là à se dire finalement première semaine, oui, là ça y est, ils ont atteint leur plafond de verre l'année dernière, ils vont descendre. Et pas du tout. Dan Campbell, je pense dans son plus pur style, et j'imagine très bien le genre de discours qu'il a dû avoir où les murs des vestiaires ont dû trembler, style Bernard Laporte pour ceux qui ont la référence. Et il a remis l'équipe sur les rails. Les coordinateurs, finalement, étaient quand même des gens qui étaient présents dans l'organisation. C'est pas des mecs qui ont été cherchés dehors. Peut-être une première semaine où tout le monde s'est un peu regardé en mode ça y est, maintenant faut y aller. Un petit coup de stress, mais finalement, Dan Campbell, en bon head coach qu'il est, il a remis tout le monde au travail. Et il n'y a rien à dire. Enfin, quand on regarde les matchs qu'ils ont fait, ils réexplosent tout le monde. La défense des Browns, qui n'est pas la dernière, effectivement, qui va embêter plus d'une équipe cette saison, elle a fini par exploser parce qu'au bout d'un moment, je vais reprendre mon exemple des boxeurs. Les Lions, c'est une équipe qui te met des coups et des coups et des coups et des coups et tu finis par craquer. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a trop d'armes dans cette équipe. Là, cette semaine, un David Montgomery est complètement éteint. C'est Jahmyr Gibbs. Donc, on a
un Jamison Williams qui est un peu plus tenu, c'est un Amon St. Brown. On a un Laporta qui sort de sa boîte en moment. En fait, offensivement, Il y a trop. ouais, c'est ça. C'est infernal et on le voit au final dans le score. Hein. Si on est très factuel, 52-21 contre les Bears, 38-30 face aux Ravens, 34-10 face aux Browns. Certes, tu n'as émis que 13 points face aux Packers, mais en attendant, ça avance bien. Et tu parlais de Dan Campbell qui doit faire des discours. Ça me fait penser au discours c'était Vincent Collet au championnat du monde de basket en 2010, qui disait je m'excuse de ne pas vous avoir dit de faire, je sais plus quoi, une faute ou quelque chose comme ça. Donc il est très gentil dans son début de discours. Et après il dit je m'excuse parce que j'avais oublié qu'il faut tout vous dire. Et tu vois, il commence à péter un câble à ce moment-là. J'imagine très bien Dan Campbell faire ce genre de choses. Et comment dire, donc voilà. Donc, pour ceux qui ont la ref, aussi un Christophe Furieuse qui commence à parler à ses joueurs en disant que c'est pas un petit mec, qui s'énerve complètement. Moi, je suis pas un petit mec. Et en fait, Dan Campbell, c'est ce genre de coach qui dynamise, qui donne de l'énergie à tout le monde. Et encore une fois, le match des Ravens, tout ce que tu en reparles, c'est 38-30, mais c'est un 38-23. Hein. Oui, c'est toujours la même chose. Et puis il y a un dernier touchdown qui compte presque pour du beurre, qui est un peu garbage time. Et ils ont claqué 40 points, ils en ont claqué 50 la semaine d'avant. Là, ils en mettent 34. Ouais, ils en mettent 34 et encore une fois, sur une défense qui est bonne. Et leur défense, pour le coup, fait ce qu'il y a à faire. Ils font le taf. Mais eux, la seule différence, si je reprends les Ravens, c'est que eux, leur attaque, elle peut en mettre 45. Donc eux, s'ils en prennent que 30, c'est bon, ça passe. Exactement, ça fait un plus 15. Et écoute, je te propose d'enchaîner toi avec ton équipe top. On parle d'équipes qui peuvent mettre un point de plus à chaque fois que l'équipe adverse. C'est un peu le cas de l'équipe dont tu as envie de parler. Ils l'ont prouvé beaucoup sur ce début de saison. Hein. Voilà, moi j'ai envie de parler de ce que j'appelle une équipe qui est une équipe championne et qui le montre. Une équipe qui ne lâche rien, une équipe qui, voilà, vous l'aurez compris en parlant des champions, ce sont les Eagles. Une équipe qui va dire vous voulez nous battre, et va falloir tout donner. Va falloir vous laisser sur le terrain parce que nous, on lâchera pas. Il n'y a pas un match où on va se dire bon, celui-là, c'est pas pour nous. On parlait des Rams. Je pense que les Rams et beaucoup des supporters des Rams peut-être se sont vus gagner à Philadelphie. Ils ont perdu. Les Buccaneers, à un moment donné. Allez, bim. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais exactement. Et sur la dernière action. Et je pense que c'est la symbolique de cette équipe qui est peut-être un peu moins bien fournie que l'équipe championne. Il y a eu quelques pertes, ce qui est normal en NFL. C'est le principe de cette ligue. Tu ne peux pas garder tous tes joueurs tout le temps. Mais il y a encore une fois un travail qui est fait dans cette équipe, surtout mental. Moi, je trouve que cette équipe, elle dégage une dureté mentale où si tu n'es pas prêt à y aller contre eux, tu vas te faire démonter. Rentre chez toi. Vraiment, ça sert à rien. Et là, on parle des 4 équipes qu'ils ont jouées. Hein. Cowboys, Chiefs, Rams, Buccaneers. Oui. Dedans, tu as en fait qui a gagné le Super Bowl à part dans ces 4 équipes-là, Eagles, Chiefs, Rams, Buccaneers récemment. En fait, je crois que tu as les derniers champions. Tu as les derniers. Et puis tu as les Cowboys qui le gagneront next year parce que next year, c'est leur année. Donc, comme tous les ans. Et voilà. Donc, en vrai, c'est quand même assez fou quand tu regardes ça comme ça. Ouais, moi je mettrais les Cowboys c'est un rival de division et les Cowboys. Oui, en plus, j'avais même pas pensé à ça. Ouais. Voilà, et donc du coup, il y a toujours, encore une fois, les matchs de division, il y a toujours un peu ce match qui sort de nulle part. Et match d'ouverture en plus. Et match d'ouverture. Voilà, il y avait quand même 4 matchs que soit c'est un match d'ouverture à une heure spéciale, soit c'est un match contre un ancien champion. Purée. Et il lâche rien. Et oui, alors on parle de Jalen Hurts, si on va critiquer le touche-push. Le touche-push, si c'est si facile que ça, pourquoi toutes les équipes ne le font pas, elles préfèrent l'interdire? C'est parce que le touche-push, c'est quelque chose, c'est encore une fois, pour moi, c'est l'exemple même de ce qu'est cette équipe. On va vous rentrer dedans, on va vous pousser, et il va falloir que vous nous montriez que vous êtes capable de nous arrêter. Et en plus, j'ajouterais par rapport pourquoi je viens en touche-push, ils en viennent même maintenant faire des feintes de touche-push. Oui, le touchdown de Dallas Goedert. Et voilà, alors maintenant, s'ils commencent à faire des feintes, là, ça va devenir compliqué. Tu sais c'est ce que je me disais un peu en regardant le touche-push, je me disais, tout le monde sait qu'ils vont le faire, et tout le monde défend. Mais tu es obligé en plus, quand tu veux défendre le touche-push, de mettre tout le monde dans la boîte, parce que sinon, tu n'as aucune chance. Ouais. Si tu fais une feinte, il se passe quoi? Et on l'a vu, et ils mettent un touchdown quand même. Donc, et j'ai envie de dire, voilà, ils sont dans la tête de toute la ligue, ils sont dans la tête de tout le monde, et sans être forcément hyper efficace, hyper flamboyant, ce qu'on veut, mais je trouve que c'est typiquement l'équipe qui a... alors, je ne les mettrai pas en favori pour le Super Bowl parce qu'ils ont un calendrier qui est vraiment dégueulasse, mais encore une fois, pour l'instant, comme tu dis, ils ont joué 4 grosses équipes, sont 4-0.
Et puis oui. En fait, tu as un calendrier dégueulasse, mais en même temps, ils vont peut-être être favoris dans tous leurs matchs parce que jouer les Eagles aujourd'hui, c'est moi personnellement, il y a eux, les Bills. À part ça, il y a un fossé derrière hein, entre les équipes que j'ai envie de jouer, entre guillemets. Enfin, Et les Lions, on peut Je les dis- mettre dans le même. moi, c'est un cran en dessous quand même. Parce que Tu les Lions, penses on a pu voir contre les Packers que ça pouvait perdre si les conditions sont pas là. Après, effectivement, ça fait 3 semaines de suite que ça fonctionne. Donc pourquoi pas. Mais les Oui, après, Eagles, mais oui, après, oui, dans le sens où ils sont ces deux équipes à 4-0, oui, clairement, c'est ça. mais là. Et- Et puis normalement, là tu avais quand même le match des gains sales entre les Eagles et les Buccaneers. Et Oui. parce que les Bucks, ils ont gagné 3 fois difficilement. On en parle beaucoup hein, entre nous. Mais les Buccaneers, si aujourd'hui ils sont en 0-4, dans la physionomie des matchs, c'est pas choquant. Et au final, voilà, là ils ont perdu contre les Eagles 31-25. Mais c'est ça, et je pense que un des exemples de cette dureté mentale des Eagles, c'est qu'ils n'ont pas paniqué, ils sont en train de se faire remonter. Et quand on en a parlé juste avant, tu as un Ekbuka qui fait une célébration, tu vois les Eagles, ça repart au combat direct. Oui, et rapidement en plus. Hein. Et là, donc, c'est la célébration du touchdown. Il y avait 24-6 avant le touchdown, donc 24-13 après. Et Ekbuka prend son temps pour aller dans la end zone, comme s'il marquait le touchdown du 31-6 et non pas du 24-13. Et moi, j'ai regardé ça, je me suis dit, bon, déjà, il n'a pas célébré comme Adonai Mitchell et il n'a pas balancé n'importe où. C'est déjà ça, tu vois. Il aurait pu aussi, peut-être qu'il s'est dit, vas-y, je prends mon temps et on voit comment ça fonctionne. Mais il met son touchdown et au final, ouais, non, derrière, c'est un punt quand même. Hein. Punt, fumble et ensuite touchdown. Donc, ils ont mis un peu de temps. Mais ouais, moi, les Eagles, je trouve ça trop fort cette saison. Mais ils ont une emprise. Et le pire, et moi, c'est là où ça m'inquiète, entre guillemets, le plus, c'est qu'ils ont une marge de progression sur ce début de saison qui est énorme. Parce qu'offensivement, c'est catastrophique. Enfin, c'est pas catastrophique, non, c'est pas catastrophique. C'est moche. C'est ça, c'est moche. Là, tu parlais de Gansal, offensivement, en fait, là, à part la semaine dernière où ils ont joué une deuxième mi-temps, où ils se sont réveillés, sont énervés, et les stats sont venus, enfin la production plutôt que les stats, la production est venue des joueurs offensifs. Mais comme tu dis, aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait les Eagles si on avait AJ Brown à ne serait-ce que 80 yards, un touchdown, Devonta Smith à 60 yards, un touchdown, ce qui est globalement leur stat depuis quelques années. On a Saquon Barkley qui est relativement contenu, un Jalen Hurts qui est... Moi, encore une fois, je reviens sur cette dureté. La course de Jalen Hurts qui sort et qui va tamponner le défenseur, encore une fois, ce message de dire vous voulez nous battre, marchez-nous dessus. Venez. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de Bryce Young qui était en... Et c'est sensiblement les mêmes stats. Là, Jalen Hurts, 15 sur 24, 130 yards, 2 touchdowns, ok. Mais sur une course, il fait aussi un fumble. Donc en vrai, il perd un ballon, il met 2 touchdowns. Le rapport est le même en termes de touchdown d'interception, sensiblement. Hein, attention, il n'y a pas beaucoup de yards. Bon, il court, il y a l'avantage. Mais en course, Saquon Barkley, c'est 2,26 par portée. On rappelle, il a une bonne moyenne en NFL, le modèle c'est 4. C'est 4 yards par course. Ouais, c'est ça, c'est 4. Et là, il est à 2,26. 2,26, c'est peu quand même. Hein, et surtout derrière une O-line pareille. Donc ça veut dire que quand même, défensivement, les Bucks, c'était bon. Et AJ Brown, t'en parlais, mais c'est 2 réceptions, 7 yards. Alors, 2 réceptions, 9 targets hein, quand même. Hein. Donc, et ce qui est très marrant, c'est qu'il est à 2 réceptions pour 7 yards avec 9 yards en réception la plus longue. Ça me fait toujours rire quand je vois ça. Ouais. Ça veut dire que l'autre, c'était négatif. Et Devonta Smith, 2 réceptions pour 29 yards. C'est trop peu, mais on s'en fout. Parce que c'est victoire à l'extérieur, au Raymond James Stadium avec le bateau de pirates. Et donc, n'est-ce pas là l'essentiel ? Je pense qu'on est tous les deux d'accord. Un W, encore une fois, on en revient à cette notion de ils ont gagné, c'est tout. Et comme tu dis, voilà, sans Jameis. Mais c'est ça, c'est qu'ils ont ce côté implacable, ils ont ce côté dur. Et comme tu dis, ils ont de la marge. Et je rappellerai pour les suiveurs de la saison passée des Eagles qui étaient à 2-2 en début de saison. Ils ont une bye où ils ont explosé derrière. Ils ont remis les choses. La bye arrive en semaine 8 de mémoire. Donc, peut-être potentiellement parfait pour régler quelques petits détails offensivement. Donc, bien. Attention aux Eagles. Fly, Eagle, fly to the road to victory. Sur cette magnifique conclusion, je te propose qu'on passe au 2-minute warning.
Et pour le 2-minute warning, on va parler des matchs, des scores, en tout cas des matchs dont on n'a pas abordé, juste dire leur score et une petite phrase rapide. Mais avant ça, d'un point de vue prono, où on en est? C'est la partie qui est la plus intéressante, évidemment. Anto a pris la tête, puisque Guilty et moi, on a été pas bon. Ça a été une semaine où beaucoup de surprises, hein, sur les 14 matchs qui ont eu lieu. Le maximum qu'on a, c'est 10. Et évidemment, qui tire son chapeau cette semaine sur une semaine où les matchs sont absolument bizarres, c'est GG. GG qui fait le meilleur score de la semaine avec 10 points et qui n'est plus qu'à 5 petits points de la première place. Anto et moi, 43, Guilty 42, Trey 41 avec Doug. PA 40, toi, tu es à 39. Écoute, c'est Et j'ai tranquille. moins de matchs. Et tu as moins de matchs. Mais ça, j'ai envie de dire, les absents ont toujours tort. Donc, Exactement. tu as été absent. N'essaye J'ai tort. pas de faire le malin. Tu finiras avec Adonai Mitchell. Parlons des matchs maintenant qui ont eu lieu pour le coup. Lors du Thursday Night Football, les Seahawks ont battu les Cardinals 23-20. Pas grand-chose à dire sur ce match. Non, c'est ce qu'on avait un petit peu dans la preview avec PA. Les Seahawks, c'est bien coaché, c'est solide. Kyler Murray, là, on sent que les Battlefield et les Call of Duty, ça sort bientôt. Il y a Battlefield 6 là, avec EA qui a été racheté pour 46 milliards de dollars. Attention, hein. Attention. Voilà. Kyler Murray, joueur premium. Non, mais voilà, pas forcément grand-chose à dire. Il y a un bon quatrième quart-temps de Marvin Harrison, mais on ouvrira le dossier des cards et de l'incompatibilité potentielle entre Murray et Harrison plus tard. Très bien. Et ensuite, dans le premier match de l'histoire à Dublin, Ireland, nous avons les Vikings. Les Vikings qui ont perdu 21-24 face aux Steelers. Les Steelers qui gagnent le premier match de l'histoire de NFL en Irlande alors que les propriétaires sont irlandais. La belle histoire. Voilà. Un beau match de DK Metcalf. Et oui, un match. Alors, petite dédicace à Sofresh des Steelers, grand fan des Steelers, s'il en est devant l'éternel, qui s'est régalé. Les fans des Steelers qui, à la Steelers, en fait, ils gagnent, ça passe. Rodgers met sa plus longue passe depuis, je pense, 15 ans. Non, j'exagère. Mais sur DK Metcalf pour un beau touchdown. Après. C'est une passe courte que Metcalf amène loin. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de run after catch là-dessus. Le rack, si vous voyez RAC, c'est ça. Il y a quoique non, pour les receveurs, c'est YAC. Yard after catch. C'est vrai, YAC. Exactement. C'est les YAC. Et c'est les racks, c'est pour les running backs. Mais non, après, bon, voilà, il n'y a pas forcément. J'ai envie de dire que les Vikings, Carson Wentz. Voilà, tout simplement. Voilà, point. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, c'est les limites de cette équipe, c'est Carson Wentz. Exactement. Les Commanders sans Jaden Daniels, sans Terry McLaurin se sont inclinés sur le terrain des Falcons 34-27. Je pense que ces deux équipes n'ont pas du tout été rassurées par ce match et que voilà, vivement la semaine prochaine. Bon, c'est ça, pas plus à en dire. Un Washington diminué sans ces deux têtes d'affiche. Avec toujours les mêmes limites qu'ont des Commanders, à savoir que la défense a 43 ans de moyenne d'âge. Des Falcons qui ont voulu réagir chez eux après la claque contre les Panthers. Mais encore une fois, oui, j'ai trouvé Penix très mou. C'est mou, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est mou. Mais et encore une fois, si tu regardes le match, tu as l'impression qu'il est bien moins bon que ce que. Attends, tu as l'impression qu'il est bien moins bon que la ligne de stats. La ligne de stats, elle est correcte. Sauf que l'interception, elle est immonde. Le touchdown, il est plus pour Bijan. Enfin bref, c'est. C'est Bijan qui fait le. Là, pour le coup, encore une fois, on parle. Là, je crois que c'est sur une screen, donc c'est des yaks. Ouais, c'est Bijan. Voilà, donc en fait, il y a des playmakers. Les playmakers ont fait. Le playmaker, en tout cas, Bijan a fait le taf. Sur une équipe de Washington bien trop affaiblie pour opposer autre chose. Exactement. Les Saints ont perdu face aux Bills, on en a parlé tout à l'heure. Les Browns ont perdu face aux Lions, on en a aussi parlé. Les Titans, on va très 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 rapidement en parler, mais 0. Voilà, c'est le nombre de victoires, c'est le nombre de points contre les Texans qui en ont mis 26. Je pense que c'est un match avec très peu d'enseignements. Les Titans sont mauvais, les Texans étaient mauvais avant ce match, mais ont été moins mauvais sur ce match-là. Et si vous n'avez pas vu, allez voir le sac de Jeffrey Simmons sur CJ Stroud, où il a été cloqué, donc chronométré, qu'il a mis 0,24 secondes pour atteindre CJ Stroud, entre le moment du snap et le moment où il est sur lui.
Voilà. Pour tous ceux qui jouent à Madden, on a tous eu à un moment donné ce qu'on appelait un bug du lineman défensif qui arrive directement sur le quarterback. On n'a pas le temps et on a tous balancé notre manette en disant ah, c'est encore EA qui nous fait de la merde. Eh ben non, ça arrive en vrai. Ouais. Tu le vois, ça devait être une course, je pense, parce que tu vois que le centre il part à gauche pour essayer de bloquer, sauf que Jeffrey Simmons tout seul. Mais c'est le guard. En fait, quand tu regardes, c'est le guard. Ah, c'est le guard qui part à C'est le gauche. guard qui a le mauvais. Mais bon, là, j'ai envie de dire, le CJ Stroud, c'est Joe Burrow style, quoi. Clairement. Et en C'est- plus, ils ont tradé Cam Robinson, qui n'est pas nécessairement bon, hein, mais qui a été envoyé aux Browns pour jouer left tackle. Voilà, la défense catastrophique devient encore pire. Les Panthers, 13-42 face aux Patriots, on en a parlé. Les Chargers, dans la défaite surprise de la semaine, puisqu'ils étaient en 3-0 en jouant face aux Giants en 0-3 sur la première de Jackson Dart. 21-18 pour les Giants. Blessure de Malik Neighbors qui s'est fait les ligaments croisés, qui sera out pour la fin de saison. Voilà, c'est dur. C'est très dur pour les Giants qui, certes, ont gagné un match, mais qui ont perdu leur receveur star. Oui, on ouvrira aussi plus tard le dossier de la pelouse du MetLife. Oui, quand tu regardes la liste, c'est quand même assez vénère. Hein. La liste des blessures, là, j'ai regardé depuis 5 ans. Il y a dans les noms un peu connus dont je me souviens, il y a Nick Bosa qui s'est fait je sais plus quoi. Il y a Aaron Rodgers, évidemment, qui s'est fait le tendon d'Achille. Ça fait beaucoup là sur la pelouse du MetLife et le turf, le synthétique. Faut arrêter là, ça commence à faire beaucoup et ça fait beaucoup de blessures le synthétique. Mais c'est ça. Et puis, alors, ce qui est ironique, c'est que MetLife, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une compagnie d'assurance. Ils doivent pas être très contents de payer des indemnités aux joueurs NFL. Petite plaisanterie mise à part. Les Giants ont gagné un match surprise. Je pense que les Chargers se voyaient peut-être un peu trop beaux sur certaines choses. Les Giants, peut-être un peu revitalisés par la titularisation de Dart, qui est très expansif. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie. Moi, j'aime bien. Ça va durer. Ouais, non, moi, j'aime bien ça. Alors, je trouve ça sympa. Je trouve que c'est un vrai QB pour New York. Tu vois, quand tu le vois drafté, tu te dis que c'est plus un QB à la base. C'est con, hein, c'est du cliché. Mais un QB blanc blond, tu te dis, bon, c'est un QB. Je sais pas. C'est Anakin Skywalker pour ceux qui ont la ref avec son maquillage. C'est clairement Anakin. Enfin voilà. Donc, et les Chargers, avec leur défaite, nous ont bien enquiquinés pour notre Power Rankings. Voilà, parce qu'on voulait les mettre plus haut, on n'a pas pu nécessairement. Eagles. Ouais. Vas-y, pardon, tu voulais rajouter quelque chose? Non, juste sur les Giants. Alors, avec Per, on avait dit que c'était trop tôt pour le lancer. Sur ce match, on a clairement visé à côté. Mais à voir encore une fois sur la durée, parce que les Chargers restent une équipe meilleure intrinsèquement que les Giants. Et ça montre encore une fois la difficulté de la NFL, où c'est pas la meilleure équipe qui gagne tout le temps. À voir maintenant si Dart continue sur cette voie-là, mais sans sa cible numéro 1. Ça peut être compliqué. Exactement. Les Colts, on en a parlé, ont perdu 20-27 face aux Rams. Les Jaguars ont gagné 26-21 face aux 49ers. Les Niners qui déçoivent depuis ce début de saison. Ils étaient en 3-0, mais c'était un 3-0 un peu compliqué. Là, ils perdent face aux Jaguars. Et à l'inverse, pour le coup, les Jaguars qui m'ont surpris en positif. Pour le coup, c'est une de mes surprises avec les Colts. Globalement, cette AFC Sud a deux bonnes équipes qu'on n'attendait pas nécessairement. Bah c'est ça, les Niners gagnent en grand frère moche Cards et Seahawks, mais vraiment très moche. Hein. Ces matchs-là, on se les inflige, c'est impressionnant. Battre les Saints à la Nouvelle-Orléans avec un Mac Jones, qui fait peut-être un match qui fera lui un quarterback numéro 2 pendant 10 ans dans la ligue. Et arrive contre des Jaguars qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Peut-être pas si vite en tout cas. Ça pouvait peut-être en fin de saison. Tu sais, faire 3-4 matchs en fin de saison quand il n'y a plus rien à jouer et que tu lâches un peu les chevaux. Fin de pression. Mais là, en début de saison 3-1, je t'avoue que je suis un peu surpris. Ouais, après, il y a des bonnes choses. Je trouve qu'il y a des bonnes choses. Alors, il y a une petite interrogation sur Brian Thomas qui produit moins. Alors, j'ai la réponse. C'est le coach des receveurs. Le coach ou du passing game. C'est l'un ou l'autre, je ne sais plus. Mais qui était aux Bears la saison dernière et au Dunze, où on pensait tous que c'était un flop, et qui était ailleurs avant, avec un receveur qui a aussi fait flop. Alors attends, je vais essayer d'aller chercher cette info. Si tu veux rajouter quelque chose sur ce match-là, je t'avoue, je dis pas non. Alors sur le Jags Niners, les Jags donc, qui maintenant sont à 3-1. C'est pas génial, c'est pas une équipe hyper flamboyante, hyper sexy à voir. C'est bon, j'ai trouvé.
Bah vas-y, alors du coup, J'ai trouvé. C'est Shane Waldron, le passing game coordinator, qui était le coordinateur offensif des Bears la saison dernière quand rien fonctionnait et qui, à l'année d'avant, était le coordinateur offensif des Seahawks quand on pensait que Jackson Smith et Njigba allait être absolument Voilà. catastrophique. Et en fait, il y a quand même une tendance qui se dégage là. Et je dis pas que Brian Thomas n'est pas tout blanc dans cette histoire, hein, évidemment. Mais voilà, attention, je pense pas que la réalité là soit nécessairement la réalité de demain. Cependant, s'il gagne 3-1 et qu'il continue de gagner, j'ai peur qu'il reste là en passing game coordinator, l'ami Shane. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, c'est que les Jags sont égalité avec les Colts. Oui. 3-1, donc on a une division qui est incertaine. Et surtout, je pense à nos amis des Texans qui se pensaient tranquillement patrons de la division pour 10 ans. Oula, et c'est plus du tout ça. Là, ils sont en 1-3. ça va être, ouais. voilà, et je pense que ça va être compliqué. Maintenant, les Niners. Les Niners, on se posait des questions sur eux avant le début de saison. Je pense qu'on commence à avoir des réponses. C'est une équipe qui a besoin de 109, je pense. Exactement. Les Ravens, on en a parlé, ont perdu 20-37 sur la pelouse des Chiefs. Et les Bears ont battu les Raiders dans le match dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Et dans le Sunday Night Football, les Packers et les Cowboys ont fait match nul. Il reste 2 matchs à l'heure où on enregistre. Les Jets face aux Dolphins et les Bengals face aux Broncos. Et je te propose qu'on passe tranquillement au Power Ranking. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Et le Power Ranking s'est affiché à l'écran. Et vous pouvez voir des changements. Et il n'y en a pas beaucoup. On va partir de la droite et on va aller jusqu'à la gauche, Thibaut. Les Titans sont pour nous la pire équipe de la ligue à l'heure actuelle. Les Saints sont en 0-4, mais tu en as parlé. C'est la meilleure équipe à 0-4 puisque les Titans sont en dernier. Très compliqué quand tu perds aussi gros face aux Texans qui décevaient. On a les Panthers qui descendent beaucoup. On en a parlé. Les Giants qui montent après cette victoire face aux Chargers. Les Patriots qui montent un petit peu également. Les Cardinals qui descendent. Et dans les mouvements un peu plus notables, les Niners descendent de 4 places après cette défaite parce qu'on les gardait en 12, mais on avait du mal à les garder en 12, mais ça gagnait. Donc, on avait du mal à se dire ils gagnent, donc ils descendent. On l'a fait pour certaines équipes, mais on ne l'a pas fait pour eux. Et la grosse chute de la semaine se passe à la 10e position. Les Ravens qui étaient en numéro 3, ils étaient déjà en numéro 3 en 1-2. Quand tu regardes rétrospectivement, tu te dis qu'est-ce qu'ils foutaient là. Et ça y est, la chute commence. L'oiseau commence à faire son non-envol et là, le corbeau va aller chercher le charognard en bas. Là, fait le charognard en bas. Donc, c'est numéro 10. Les Packers descendent un petit peu aussi. Les Chiefs montent. Chargers, Bucks descendent un tout petit peu pour laisser la place aux Rams et aux Lions qui montent. Et voilà, ça fait un bon petit power ranking. Est-ce que tu as une équipe que tu n'aurais pas fait ça? Non, globalement, on en a discuté quand on a fait le power ranking. La chute des Ravens s'explique parce qu'on ne peut pas les garder. Vu les prestations et vu la défense, on ne peut pas les garder en haut alors qu'ils ont eu un petit totem d'immunité, encore une fois, calendrier difficile, tout ça. Les Lions, meilleure équipe justement derrière, comme on disait, Bills et Eagles qui sont largement au-dessus. Alors on pourra dire que les Bills ont gagné difficilement contre les Saints, mais les Eagles gagnent aussi peut-être pas de manière non plus très flamboyante. Maintenant, j'ai envie de dire au niveau du ventre, le fameux ventre mou, la zone maudite du classement, c'est vrai que les équipes sont un peu interchangeables et ça va fluctuer, mais je pense qu'on a déjà des tendances qui se dessinent aussi bien sur la course au first pick que sur le haut du classement, où on va avoir 2 favoris par conférence. On va avoir quelques contenders très sérieux, très solides. À suivre vraiment le renouveau des Lions, alors bien grand mot le renouveau parce qu'ils n'ont perdu qu'un match, mais qui a un petit peu perturbé la lecture de leur performance parce qu'on était peut-être un peu dur avec eux. On est en train de se reposer les questions, je pense, d'un angle plus positif. Les Rams qui finalement sont là, sont 4e, sans forcément faire tant de bruit que ça quand on y pense, qu'on parle beaucoup de plein d'équipes, mais il faudra qu'on ouvre aussi le dossier Rams. Les Rams, c'est fort, c'est quand même ça fonctionne très bien. L'ajout de Davante Adams a, je trouve, redonné
des armes à tout le monde et comment dire, on voit Pukanakwa comment il est sur cette saison, sur ce début de saison. Et on voit Cup aussi haut que ça. Et on voit que Pussy Hawks, oui. Donc le move, on se disait bon bah c'est un plus 1 moins 1. Non, il y a une vraie plus-value avec Davante Adams. Après sur les équipes à suivre, oui, je dirais que les Chargers aussi, la défaite elle est un petit peu embêtante. Mais... on les aurait mis en 3, je pense. S'ils avaient gagné, ils étaient en 3. Et comment dire, on parlait GG beaucoup pour reprendre une de ses hot takes qui pour lui n'en était pas une. La NFC et la Ligue 2 de la NFL. 4 équipes sur 5 sont de NFC dans le top 5. Madame Irma a encore frappé. Exactement. Non, mais voilà, c'est ça. Et surtout, alors, moi, pour le coup, c'est vraiment l'AFC. Je vais pas dire qui m'inquiète, mais c'est surtout aujourd'hui, les Bills ont l'air d'avoir deux longueurs d'avance, voire 3 sur les autres équipes. Je vois pas comment, en tout cas à l'instant T, une équipe peut venir les empêcher de retourner au Super Bowl. Maintenant, on est qu'en semaine 4. On va pas non plus... d'y retourner par rapport à il y a longtemps. D'y retourner parce que c'est pareil, c'est un peu... c'est quand même l'équipe qui a offert plein de Super Bowl à la NFC Est. Hein. Ne nous mentons pas. C'est vrai. Mais, et je pense que tu parlais du ventre mou rapidement avant de conclure, hein, puisqu'on a l'épisode... Bon épisode de Rewind. Je pense que l'équipe qui est en train de taper dans le chapeau 2, là, qui est dans le chapeau 3 et qui essaye d'y monter, c'est les Jaguars. Hein. Les Jaguars en 3-1 qui sont notés 18e. Je pense qu'il y a la place pour qu'ils montent un peu plus haut dans les semaines à venir. J'ai pas leur calendrier, mais en tout cas, ils vont bientôt aller à Londres. Londres leur réussit toujours plutôt bien. Ils vont jouer les Rams bientôt, puisque c'est le match qu'ils font à Londres, justement. Et j'y serai. Donc, si vous y êtes aussi, d'ailleurs, faites-moi signe. Mais les 3 prochains matchs, les 3 prochains matchs sont un peu compliqués. Hein. C'est Chiefs, Seahawks, Rams. Ouais. Ah ouais, ça va être. Moi, je dirais en équipe ventre mou à suivre, c'est les Broncos. C'est un ventre mou plus, ouais, je suis d'accord. Ouais, eux, c'est plus fond. Enfin, début de chapeau 2, fond de chapeau 1, on va dire, dans l'idée. Ça pourrait basculer. Si les Ravens continuent à chuter, ils pourraient très bien reprendre, par exemple, la 10e place. Ça choquerait pas. Exactement. On va retirer le Power Ranking qui sera disponible sur Instagram et sur X et sur quasi toutes les plateformes de réseau social où on est. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de venir commenter ce petit passage de l'épisode. Ce sera parfaitement pour le faire ici. Thibaut, je te remercie pour cet épisode. Avec plaisir, Alex. Très content de ton intégration dans le podcast. Hein. On a un petit peu rigolé de ton top 11 des cornerbacks. On espère que tu feras mieux sur le prochain top 11 si tu es évidemment avec nous. Je veux un droit de réponse. Je veux un droit de réponse sur ce top 11. Très bien. Et on verra si on peut faire ça. Mais en tout cas, je rappelle que ce jeudi, on a un live avec la Game Zone qui fait son retour, encore une fois, avec 4 invités dont on a parlé un peu plus tôt dans l'épisode. Et il y aura également la preview jeudi. Et est-ce qu'on a quelque chose de spécial en fin de semaine? Non. Par contre, le week-end précédent, là, il y a 2 jours, est sorti L'Enfer du Dimanche, la première émission animée par Guilty avec Doug et Lala Packers et moi-même, d'ailleurs, dans cette émission où on parle du pire de la NFL sur le mois écoulé. N'hésitez pas également, si vous n'avez pas pu l'écouter, un épisode où on s'amuse. Voilà. Un peu long au démarrage, je vous le dis. Voilà, il y a une petite longueur sur la première rubrique. Mais après, ça va plutôt bien. Donc, tenez bon sur cette première rubrique et le reste devrait valoir le coup. Thibaut, encore une fois, merci. Suivez-nous partout, @lefrontoffice. Tous les liens sont en description. Venez discuter avec nous sur le Discord. Bonne journée à tous. À jeudi et vive le football.